0. L'histoire a le sens de l'humour. Un sens de l'humour noir, chaotique et parfois stupide. Ce que vous allez voir, ce sont 33 moments réels où l'humanité s'est complètement surpassée. Non pas par son génie, mais par sa pure absurdité. Des armées humiliées par des oiseaux, des flottes échangées contre du soda, des hommes morts remportant des courses de chevaux. Ce ne sont ni des mythes, ni des blagues. Tout est 100% vrai. La preuve que l'histoire de l'humanité est moins un triomphe qu'une comédie sans fin. 1. En 1989, l'Union soviétique était essentiellement un vide-grenier géant. Et ils cherchaient désespérément à goûter aux délices de l'Ouest, en particulier le Pepsi. Le seul problème était que leur monnaie, le rouble, valait moins que le papier sur lequel elle était imprimée. Ainsi, dans un coup de maître du troc qui ne peut se produire que lorsqu'une superpuissance est à l'agonie, ils ont échangé ce qu'ils avaient, toute une flotte navale. Pepsi a fourni du sirop sucré et a reçu en échange un croiseur, une frégate, un destroyer et 17 sous-marins. Pendant un moment glorieux et hilarant, une entreprise de soda possédait la 6e plus grande flotte militaire du monde. Les réunions du conseil d'administration ont dû être folles. Johnson, où en sont les bénéfices du 3e trimestre? En hausse de 4%, monsieur. Et nous avons réussi à bloquer une livraison concurrente de coca dans la Baltique. Ils ont immédiatement vendu la flotte entière à une casse suédoise, ce qui en a fait officiellement le coupon de réduction le plus épique de l'histoire. 2. Puisqu'on parle de génie militaire, envolons-nous pour l'Australie en 1932. Le pays faisait face à une invasion terrifiante. 20 000 émeux en liberté détruisirent les récoltes. Alors, le gouvernement australien a fait la chose la plus rationnelle qu'il pouvait imaginer. Il a déclaré la guerre. Aux oiseaux. Ils ont déployé l'artillerie royale australienne, armée de mitrailleuses, pour commettre un génocide aviaire. Mais les émeus, apparemment entraînés par Sun Tzu lui-même, ont utilisé des tactiques de guérilla avancées. Ils se divisaient en petits groupes rapides, ce qui en faisait des cibles impossibles à atteindre. Les soldats ressemblaient à des personnages de dessins animés, tirant à l'aveuglette dans la brousse pendant que les émeus s'éloignaient en zigzagant, indemnes. Après une semaine d'humiliation totale et le gaspillage de milliers de balles, l'armée s'est officiellement retirée. Ils ont perdu. Contre des oiseaux. L'Australie, un continent littéralement conçu pour tuer les humains, a été vaincue par ses propres vélociraptors à plumes surdimensionnées. 3. Vous pensez que pour gagner, il faut du talent et, vous savez, être en vie? Dites ça à Frank Hayes. En 1923, ce jockey était un perdant professionnel, n'ayant jamais remporté une seule course. Il obtient une monte sur un outsider nommé Sweet Kiss, et à mi-course, son cœur lâche tout simplement. Il subit une crise cardiaque massive et fatale, et meurt sur le coup. Mais son corps, dans un dernier acte d'obstination pure, reste parfaitement perché sur la selle. Le cheval, ignorant totalement que son pilote vient de quitter les lieux, franchit la ligne d'arrivée en première position. Frank Hayes a remporté la course alors qu'il était mort. Les officiels de la piste ont dû confirmer formellement qu'un homme mort était le vainqueur, ce qui a dû donner lieu à une conversation intéressante. Le cheval a été tellement traumatisé par l'incident qu'il a été surnommé le « doux baiser de la mort » et n'a plus jamais couru. Je veux dire, le feriez-vous? 4. En 1962, en Tanzanie, une épidémie a éclaté. Pas la grippe, ni la variole, mais une épidémie de rire. Cela a commencé avec 3 écolières qui ricanaient et qui ne s'arrêtaient mince plus. Ce n'était pas un rire joyeux, c'était un spasme douloureux, épuisant et incontrôlable. L'épidémie a ravagé leur école, infectant 95 élèves et la forçant à fermer. Mais l'épidémie a poursuivi sa tournée. Les enfants sont rentrés chez eux et l'ont propagée dans leur village. Elle a finalement touché plus d'1 millier de personnes pendant 18 mois d'agonie. Imaginez l'horreur. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas penser, parce que vous êtes piégé dans une bande-son de rire incessant et atroce venue de l'enfer. C'est comme un complot du Joker. Mais au lieu du chaos à Gotham, cela a simplement créé des dîners de famille très gênants en Afrique. 5. Il y a les escrocs, et puis il y a Victor Lustig, le champion poids lourd incontesté de l'audace. En 1925,
il a décidé de vendre la Tour Eiffel. Se faisant passer pour un fonctionnaire du gouvernement, il a invité les plus grands ferrailleurs de Paris à une réunion secrète dans un hôtel, a inventé une histoire selon laquelle la tour était trop chère à entretenir et les a convaincus qu'elle était vendue à la ferraille. Il était si doué qu'un type lui a même versé un énorme pot de vin pour conclure l'affaire. Lustig a pris l'argent et s'est enfui. Mais c'est là que ça devient divin. Il s'est ennuyé, est revenu à Paris un mois plus tard et a tenté exactement la même arnaque sur un autre groupe de ferrailleurs. Le culot pur et glorieux de l'acte est à couper le souffle. Il ne vendait pas seulement un monument, il vendait un niveau de confiance que la science moderne n'a pas encore réussi à reproduire. 6. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée polonaise avait une arme secrète qui pouvait boire de la bière, fumer des cigarettes et transporter 100 livres d'explosifs, un ours nommé Wojtek. Adopté ourson par les troupes, il est devenu l'un des leurs. Pour le faire monter à bord d'un navire de transport britannique, ils ne l'ont pas caché, ils l'ont officiellement enrôlé. Il est devenu le soldat Wojtek, avec un grade, un livret militaire et un numéro de matricule. Cet ours était un vétéran du combat. Pendant la bataille brutale de Monte Cassino, il a volontairement transporté de lourdes caisses d'obus d'artillerie, aidant littéralement ses camarades à combattre. Imaginez être un soldat ennemi, jetant un coup d'œil par-dessus une crête et voyant un ours de 500 livres transporter des caisses de munitions. Vous poseriez simplement votre arme et remettriez en question tous vos choix de vie sur le champ. 7. En 1596, le gouvernement anglais était fauché et a eu une idée brillante. L'impôt sur les fenêtres. Ils taxerèrent les maisons en fonction du nombre de fenêtres qu'elles possédaient. C'était un impôt sur le fait de voir dehors. Le public a répondu en disant collectivement « non » et a commencé à murer ses fenêtres. Des pâtés de maisons entiers se sont transformés en monolithes sombres et déprimants, sans lumière ni air frais. Ceci, comme on pouvait s'y attendre, a transformé les maisons en parfaites boîtes de pétri pour des maladies comme le choléra et le typhus. Pendant 150 ans, le gouvernement a essentiellement rendu son propre peuple malade et misérable au nom de la collecte de quelques pièces supplémentaires. C'est un puissant rappel que toute idée qui commence par « taxons la lumière du soleil » est probablement une mauvaise idée. 8. Le marathon olympique de 1904 à Saint-Louis était moins un événement sportif qu'une expérience scientifique sur l'homme qui a horriblement mal tourné. Il s'est déroulé sous une chaleur de 90 degrés Fahrenheit sur des routes qui étaient essentiellement des nuages de poussière. Le coureur qui a terminé premier a été disqualifié parce qu'il était fatigué et avait fait de l'autostop dans une voiture sur 11 miles. Le vrai vainqueur, Thomas Hicks, était en proie à des hallucinations et a dû être porté pour franchir la ligne d'arrivée après que ses entraîneurs lui eurent donné un cocktail bienfaisant de brandy et de mort au rat littéral. Un autre coureur a été poursuivi sur un mile hors du parcours par des chiens sauvages. Un facteur cubain, participant à la course, a simplement décidé de faire une sieste et de manger des pommes pourries, ce qui lui a provoqué une intoxication alimentaire. C'était un véritable spectacle de clown, une tempête parfaite d'incompétence et de souffrance qui vous fait vous demander si le prix était une médaille d'or ou simplement la survie. 9. Imaginez la scène. Vous êtes un fonctionnaire britannique dans l'Inde coloniale et vous avez un problème de serpent. Un gros problème. Des cobras partout. Vous annoncez donc un plan simple et génial, une prime en espèces pour chaque cobra mort. Pendant une semaine, vous êtes un héros. Les gens apportent des serpents morts, vous distribuez de l'argent, problème résolu. Mais ensuite, vous remarquez que les serpents ont tous l'air étrangement frais. C'est parce que certains arnaqueurs locaux ont commencé à penser comme des entrepreneurs. Ils ont réalisé qu'il était plus facile d'élever des cobras que de les trouver. Ils élevaient littéralement des serpents mortels dans leurs arrière-cours. Ils les faisaient se reproduire. Quand le gouvernement a finalement compris qu'il gérait un système pyramidal basé sur les cobras et y a mis fin, les éleveurs ont fait ce que tout homme d'affaires sensé ferait. Ils ont liquidé leurs actifs. Ils ont relâché des dizaines de milliers de cobras en colère et sans emploi dans la ville. Le problème est passé de grave à un fléau biblique du jour au lendemain. 10. Dans les années 1930, avant que les gens ne fassent des choses stupides pour la popularité sur TikTok,
Ils faisaient des choses stupides pour le simple plaisir. Voici la folie de l'ingestion de poissons rouges. Tout a commencé lorsqu'un étudiant de Harvard, probablement nommé Chad, a avalé un poisson rouge vivant sur un pari. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, et soudain, tous les étudiants fêtards d'un bout à l'autre du pays se sont mis à gober des poissons vivants comme s'il s'agissait de shots de tequila. C'est devenu un véritable sport de compétition. Les étudiants annonçaient leur décompte officiel de poissons rouges aux journaux locaux. Un gars du MIT, parce que bien sûr c'était le MIT, a même construit un engin avec des tubes et des leviers pour les avaler plus efficacement. Imaginez votre grand-père vous racontant des histoires sur ses années d'université. Nous n'avions pas de jeux vidéo. Nous mangions simplement les animaux de compagnie. C'était une époque plus simple, plus stupide. 11. Nous sommes en 1989. L'armée américaine a acculé le dictateur panaméen Manuel Noriega dans l'ambassade du Vatican. Une situation délicate? Provoque-t-il un incident diplomatique? Prennent-ils d'assaut le bâtiment? Non. Ils déploient l'arme ultime de la guerre psychologique, une playlist de rock de papa. Pendant 10 jours consécutifs, ils ont bombardé l'ambassade avec des haut-parleurs gigantesques, diffusant en boucle du Guns N' Roses, The Clash et Van Halen, à des volumes capables de décaper la peinture. L'opération s'appelait Nifty Package, et son but était de littéralement pousser un dictateur à se rendre par l'exaspération. Et ça a marché. Noriega, un amateur d'opéra dévoué, n'a plus supporté Welcome to the Jungle et a finalement abandonné. Ce fut une victoire militaire historique obtenue grâce au pouvoir pur et militarisé du mauvais goût. 12. Kentucky, 1876. Une femme est dehors en train de fabriquer du savon quand, sans crier gare, il se met à pleuvoir de la viande. De la viande fraîche, des morceaux tombant d'un ciel bleu clair. Ce n'était pas un événement météorologique anormal, c'était une douche de viande. Toute la ville était perplexe. 2 hommes, dans un acte de bravoure scientifique légendaire, y ont réellement goûté et ont dit que c'était soit de l'agneau, soit du cerf. La théorie principale aujourd'hui est qu'une immense volée de vautours, aussi appelée buse, a pris un gros repas, a survolé la ferme, puis a subi une intoxication alimentaire collective au même moment. C'était une tempête de vomi en projectiles, synchronisée et en plein vol. Alors la prochaine fois que vous vous inquiétez d'une petite pluie, soyez simplement reconnaissant qu'il ne pleuve pas des morceaux de cerf prédigérés provenant d'une volée de broyeurs à ordures volant. 13. La plupart des armées s'entraînent à tirer sur des cibles. L'armée autrichienne, en 1788, a décidé de s'entraîner à se tirer dessus. Lors d'une campagne contre l'Empire ottoman, un groupe de soldats autrichiens s'est enivré au schnapps et a déclenché une bagarre. Dans l'obscurité et la confusion, quelqu'un a tiré un coup de feu. Puis quelqu'un, probablement le plus ivre de tous, a crié « Les Turcs! Les Turcs !» L'armée entière de 100 000 hommes s'est réveillée et a collectivement perdu la tête. La cavalerie a chargé l'infanterie, différents régiments ont commencé à se canonner les uns les autres, et pendant une nuit chaotique, l'armée autrichienne a mené une bataille brutale et à grande échelle contre elle-même. Lorsque la véritable armée ottomane est arrivée 2 jours plus tard, elle a trouvé 10 000 Autrichiens morts ou blessés et un campement très confus. Ils ont en gros remporté la bataille en arrivant en retard à la fête. 14. La première bataille de Bull Run devait être le Super Bowl de la guerre de sécession. L'Union était censée écraser les Confédérés en un après-midi glorieux. C'était considéré comme une victoire si assurée que la haute société de Washington, D.C. a rempli ses calèches de champagne et de paniers de pique-nique et s'est rendue sur place pour assister au spectacle. Ils se sont assis sur une colline, prêts à siroter du vin et à regarder les feux d'artifice. Mais la bataille s'est transformée en un désastre sanglant et chaotique, et l'armée de l'Union a commencé à fuir pour sauver sa peau. Le problème ? La route du retour vers D.C. était maintenant complètement bloquée par des pique-niqueurs paniqués, essayant de sauver leur sandwich au concombre. Ce fut un embouteillage instantané venu de l'enfer, un mélange de soldats terrifiés et d'aristocrates en colère et ivres de vin. Ce fut le moment où l'Amérique a appris que la guerre n'est pas, en fait, un sport de spectateurs. 15. Lorsque le tsar Pierre le Grand a décidé de moderniser la Russie,
Il a commencé par le problème le plus important, la pilosité faciale. Il regardait les longues et magnifiques barbes de ses nobles et y voyait le passé. Et il détestait ça. Alors, il a instauré l'impôt sur la barbe. Vous voulez garder cette glorieuse crinière faciale? Payez. Il a même émis de petits hochetons de barbe en métal comme reçu, tel un ticket de vestiaire pour votre menton. Si vous étiez surpris avec une barbe non taxée, les gardes vous immobilisaient et vous rasaient sur le champ, probablement avec un outil de ferme rouillé. C'était une guerre parrainée par l'État contre le fait de ressembler à un sorcier. Pierre le Grand n'a pas seulement construit une nouvelle capitale. Il a essayé de construire une nouvelle nation, un visage rasé de près à la fois. 16. Dans les années 1690, la nation écossaise a collectivement décidé de faire une crise de la quarantaine. Ils voulaient être un empire colonial cool et riche comme l'Angleterre. Ils ont donc pris presque tout l'argent qu'ils avaient, près d'un quart de la richesse liquide totale du pays, et l'ont investi dans un seul projet, une colonie au Panama appelée le projet Darien. Ils allaient en construire une plaque tournante commerciale et devenir fabuleusement riches. Le seul léger problème était que l'endroit était un marécage infesté de maladies, rempli d'alligators et inhabitable. La colonie a échoué de manière si spectaculaire que c'en est presque impressionnant. Des milliers de personnes sont mortes, les navires ont pourri et tout l'argent a disparu. L'Écosse était si complètement et totalement en faillite qu'elle n'a eu d'autre choix que de fusionner avec l'Angleterre, créant ainsi la Grande-Bretagne. Ils ont littéralement parié le pays entier sur un seul lancer de dés et ont tout perdu. 17. Nous sommes en 1910 et le monde est sur le point de finir. La comète de Halley approche et les scientifiques annoncent que sa queue est pleine de gaz toxiques mortels. Les journaux, friands d'une bonne panique, publient en gros titres « Un rocher spatial géant vient nous péter dessus et nous allons tous mourir ». Naturellement, les gens perdent la tête. Mais pour chaque crise, il y a un type en costume bon marché avec une solution. Des escrocs sont apparus partout, vendant des pilules anti-comètes. Que faisaient-elles? Rien. C'était littéralement de simples pilules de sucre. Mais les gens étaient aussi terrifiés à l'idée d'être tués par un paix cosmique qu'ils les ont achetés par camions entiers. Certains ont même vendu des parapluies anti-comètes. Car apparemment, un petit bout de tissu est tout ce dont vous avez besoin pour vous défendre contre le vide de l'espace. Ce fut un moment magnifique et stupide, où la plus grande peur de l'humanité a été vaincue par l'effet placebo. 18. Laissez-moi vous parler de la crinoline. Dans les années 1800, c'était le summum de la mode féminine. C'était une cage géante et rigide que l'on portait sous sa jupe pour ressembler à une cloche humaine. C'était aussi un piège mortel. Ces choses étaient si larges que les femmes avaient le rayon de braquage d'un bus scolaire. Elles ne pouvaient pas dire où leur propre derrière se terminait. Elles passaient nonchalamment près d'une cheminée, la jupe frôlait la flamme, et hop, elles devenaient une torche humaine. Des milliers de femmes ont été incinérées par leur propre tenue. Elles prenaient littéralement feu lors des fêtes. Mais est-ce que cela a arrêté la mode? Bien sûr que non. Elles ont simplement rendu les jupes plus grandes et plus inflammables. C'était une déclaration de mode qui disait « Je suis magnifique et je suis prête à accepter la possibilité très réelle de m'enflammer spontanément à tout moment. » 19. L'histoire est remplie de guerres menées pour de nobles raisons. Celle-ci n'en fait pas partie. En 1325, une bande de soldats de Modène, en Italie, s'est faufilée dans la ville rivale de Bologne et a volé un seau en bois dans un puits. C'est tout. C'était l'équivalent médiéval de voler un cône de signalisation. Mais Bologne a pété les plombs. Ils ont exigé qu'on leur rende le seau. Modène a répondu « Venez le chercher ». Alors Bologne a déclaré la guerre, une vraie guerre, avec des épées, des chevaux et des milliers de personnes mourant sur un champ de bataille. Tout ça parce qu'ils avaient le seum à cause d'un seau volé. Modène a remporté la bataille et à ce jour, ce même stupide seau en bois se trouve dans un musée à Modène comme s'il s'agissait du Saint Graal. C'est le seau le plus cher du monde, payé avec du sang, de la stupidité et une pure rage italienne. 20. Nous sommes en 193 à Gianse. L'empereur romain vient d'être assassiné. Ses gardes du corps, l'élite de la garde prétorienne,
et sert de décider qui devrait être le prochain empereur. Puis l'un d'eux, probablement nommé Vini, a une idée. Et si on le vendait, tout simplement? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis tout l'Empire romain aux enchères. Deux vieux riches se tenaient à l'extérieur du camp militaire, criant des offres comme s'ils étaient à une vente de bétail. Je donnerai à chaque soldat 20 000 sesterces. J'en donnerai 25 000. Le gagnant fut un type nommé Didius Julianus. Il a acheté l'Empire. Son règne glorieux a duré environ 2 mois avant qu'un autre général n'arrive, dise « C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue » et le fasse tuer. C'est la preuve que même il y a 2000 ans, le capitalisme avait une façon de devenir bizarre. 21. Au XVIIIe siècle, à Londres, si vous vous ennuyiez, vous pouviez aller au théâtre, ou vous pouviez aller à l'asile d'aliénés local pour rire un bon coup. Pour un simple penny, vous pouviez entrer à l'hôpital Bethlehem Royal, alias Bedlam, et le traiter comme un zoo. Un zoo humain. Vous pouviez vous promener, pointer les patients du doigt, rire de leur délire, et même les piquer avec un bâton si vous vous sentiez d'humeur taquine. C'était considéré comme une sortie en famille parfaitement normale. Et les enfants, finissez vos corvées et nous irons voir les fous. Ce fut l'un des lieux touristiques les plus populaires de Londres pendant des siècles. C'est un bon rappel que le bon vieux temps n'était souvent qu'à un pas d'un film de Mad Max. 22. À la fin des années 1890, la société pharmaceutique allemande Bayer était sur une lancée. Ils venaient d'inventer un nouveau médicament miracle qui, selon eux, était un remède non addictif contre la toux, le rhume et la mauvaise humeur générale. Ils ont décidé de l'appeler héroïne, parce qu'elle donnait aux patients le sentiment d'être héroïque. Et qui était le public cible de ce nouveau produit étonnant? Les enfants. Ils vendaient de l'héroïne pure et non coupée comme sirop contre la toux pour enfants. Laissez-vous imprégner de cette information. Ils ont mis en bouteille l'une des substances les plus destructrices de la planète et ont dit aux mères de la donner à leurs tout-petits. C'est le genre de décision commerciale si ahurissante de méchanceté qu'elle boucle la boucle pour redevenir hilarante. 23. Durant l'été 1858, Londres sentait comme l'intérieur de toilettes de chantier bouché lors d'un festival de Chili. Pendant des siècles, la ville avait déversé toutes ses eaux usées brutes directement dans la Tamise. Une vague de chaleur massive est arrivée et a transformé cette rivière de saleté en une arme de destruction nasale massive. L'odeur, connue sous le nom de « la grande puanteur », était si puissante qu'elle provoquait l'évanouissement des gens dans les rues. Au Parlement, ils trempaient les rideaux dans des produits chimiques juste pour pouvoir tenir une réunion sans vomir en jet. C'était une odeur si profondément affreuse qu'elle a finalement forcé le gouvernement à construire un système d'égout moderne. Il a fallu une odeur aux proportions apocalyptiques pour que les politiciens fassent leur travail. 24. Les gens prennent le sport au sérieux. Mais en 1969, le Salvador et le Honduras l'ont poussé à un tout autre niveau. Après un match de football de qualification pour la Coupe du Monde en 3 manches très disputées entre les deux pays, qui a impliqué des émeutes et une hostilité générale, les deux nations sont simplement entrées en guerre. Une vraie guerre, avec des chars, des avions et des milliers de victimes. On l'appelle maintenant la guerre du football. Ils ont littéralement commencé à s'entretuer à cause des résultats d'un match de foot. C'est ce qui arriverait si vous donniez une armée à tout un pays de fans de sport en colère. Cela vous fait voir ce type qui crie avec un doigt en mousse géant un peu différemment, n'est-ce pas? 25. Vous pensez que vos pas de danse sont mortels. En 1518, dans la ville de Strasbourg, une femme nommée Frau Trophéa est descendue dans la rue et s'est mise à danser. Sans musique, sans raison, juste une danse frénétique et ininterrompue. En une semaine, 30 autres personnes l'avaient rejointe. En un mois, ils étaient des centaines. Ce n'était pas une fête, c'était une épidémie. L'épidémie de danse de 1518 était une véritable épidémie de gens qui ne pouvaient littéralement pas s'arrêter de danser. Ce n'était pas une danse joyeuse et expressive, c'était une convulsion grotesque et douloureuse sur un rythme qu'eux seuls pouvaient entendre. Les autorités, dans leur infinie sagesse, pensèrent que le remède était de danser davantage, alors elles construisirent une scène et engagèrent des musiciens.
c'était l'équivalent médiéval de dire à quelqu'un qui a une intoxication alimentaire de manger plus de crevettes avariées. Comme on pouvait s'y attendre, cela n'a fait qu'empirer les choses. Les gens dansaient jusqu'à s'effondrer d'épuisement, avoir des crises cardiaques ou que leurs pieds se désintègrent. Ils ont dansé jusqu'à la mort. C'était le premier et le plus mortel des flash mobs du monde. Une rave terrifiante à laquelle personne ne voulait participer, avec 100% de chances de mourir et aucune after-party. 26. En 1835, un journal appelé The New York Sun a décidé que les faits étaient ennuyeux et que ses lecteurs étaient pour des crétins crédules. Ils ont donc publié une série d'articles affirmant qu'un célèbre astronome avait construit un super télescope et découvert la vie sur la Lune. Et il ne s'agissait pas seulement de bactéries. Ils ont rapporté avoir vu de vastes forêts, des océans et des troupeaux de bisons de l'espace. Mais la meilleure partie était les habitants, les Vespertilio Homo ou hommes chauves-souris. De véritables humanoïdes volants qui vivaient dans des temples. Et les gens ont gobé ça. Le tirage du journal est monté en flèche. Tout le monde en Amérique parlait des hommes de la Lune. Les journaux concurrents n'étaient même pas fâchés que ce soit un mensonge. Ils étaient fâchés de ne pas y avoir pensé les premiers. Des groupes scientifiques ont tenu des réunions sérieuses pour discuter de la manière dont ils pourraient communiquer avec le peuple chauve-souris. L'histoire était une pure invention, mais pendant un mois glorieux, tout le pays était uni dans sa croyance que la Lune était peuplée par une race de gens nus et volants. C'était la fake news originelle, et c'était un chef-d'œuvre. 27. Au tournant du XXe siècle, l'humanité a découvert un nouvel élément miracle, le radium. Il brillait dans le noir. C'était mystérieux. Ça devait être bon pour la santé, non? C'était le goût de son époque, mais avec plus de rayons gamma. Alors les gens ont commencé à en mettre partout. On pouvait acheter de l'eau enrichie au radium, qui promettait de guérir tous vos maux. Il y avait des barres de chocolat au radium pour plus d'énergie, du dentifrice au radium pour vous donner un sourire éclatant. Et mon préféré, des suspensoires au radium pour, je cite, augmenter la virilité. Oui, des hommes passaient volontairement leurs bijoux de famille au micro-ondes au nom de l'amélioration des performances. Les gens s'enfilèrent avec enthousiasme du poison radioactif pour leur santé. Une célèbre personnalité mondaine en a bu tellement qu'à sa mort, sa mâchoire s'était littéralement désintégrée. C'est une leçon effrayante que ce n'est pas parce que quelque chose est entièrement naturel et vient de la terre que vous devriez le mettre dans votre café. Il a fallu des décennies pour que les gens réalisent que la lueur saine, magique, n'était que leur corps qui cuisait lentement de l'intérieur. 28. Si vous pensez que la culture des startups modernes est pleine de battage médiatique, laissez-moi vous présenter Gregor McGregor, le premier type du « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives ». Dans les années 1820, cet escroc écossais est revenu à Londres et a annoncé qu'il était le cacique, ou prince, d'un magnifique pays d'Amérique centrale riche en ressources appelé Poyès. Il n'a pas seulement raconté son histoire aux gens, il a créé toute une campagne de marketing. Il a publié des livres, des cartes et même une constitution ridiculement détaillée. Il a décrit un paradis avec un sol fertile, des mines d'or et une capitale sophistiquée n'attendant que des investisseurs. Il a vendu des titres de propriété, des obligations d'État et des commissions d'armée à des centaines de Britanniques enthousiastes. Puis, 2 navires remplis de colons ont pris la mer pour leur nouvelle maison. Ils sont arrivés pour trouver exactement ce qu'il y avait avant. Un marécage de jungle inhabitable. Il n'y avait ni ville, ni or, ni rien. McGregor avait tout simplement inventé le pays entier. Il a escroqué des gens pour qu'ils achètent des biens immobiliers dans son imagination, devenant ainsi le fondateur du Fire Festival du 19e siècle. 29. En 1814, une brasserie de Londres a connu une très mauvaise journée au bureau. Une cuve massive, contenant plus de 135 000 gallons de bière en fermentation, a explosé. Cela a déclenché une réaction en chaîne, faisant éclater d'autres cuves et libérant un raz-de-marée de bière portée brune de 15 pieds de haut qui s'est écrasé dans les rues. L'inondation de bière de Londres n'était pas un simple déversement. C'était un tsunami d'alcool. Elle a détruit des bâtiments, inondé des sous-sols et noyé 8 personnes.
L'une des victimes était un enfant qui a été littéralement emporté par une rivière de bière. Imaginez le rapport du médecin légiste. Cause du décès: traumatisme contondant et un taux d'alcoolémie de 0,08 par absorption seule. La brasserie a été traduite en justice, mais le juge a statué que c'était un acte de Dieu, ce qui implique que Dieu soit déteste vraiment la bière bon marché, soit voulait juste commencer une fête de la manière la plus métal possible. Cela reste la seule catastrophe naturelle de l'histoire qui a probablement saoulé beaucoup de gens en les tuant. 30. En 1784, le gouvernement britannique, dans sa quête éternelle pour taxer tout ce qui n'était pas cloué, a introduit l'impôt sur la brique. Vous payez en fonction du nombre de briques que vous utilisiez. C'était censé être un moyen astucieux de taxer la construction. Mais ils ont sous-estimé la pure et glorieuse rancune du peuple britannique. Les constructeurs ont immédiatement commencé à fabriquer des briques plus grosses. Et plus grosses. Et encore plus grosses. Ils ont commencé à utiliser des briques géantes et épaisses de la taille de parpaing pour réduire le nombre et tromper le fisc. Ce n'était pas une protestation subtile. C'était une guerre architecturale. Le gouvernement a riposté en imposant une limite légale à la taille d'une brique, comme un arbitre dans un match de boxe. Ce fut une véritable course à l'armement entre la cupidité bureaucratique et les failles architecturales. C'est une belle histoire sur la façon dont rien n'inspire autant l'ingéniosité humaine que le désir ardent d'éviter de payer ses impôts. 31. Vous pensez que la politique de votre bureau est mauvaise? À la fin du XIVe siècle, l'Église catholique a eu un petit désaccord qui a abouti à l'existence de deux papes. L'un à Rome, l'autre en France. Tous deux prétendaient être le seul vrai pape, et tous deux s'excommuniaient mutuellement, traitant l'autre de faux pape et l'envoyant en enfer. Puis, pour tenter de résoudre le problème, un concile a élu un troisième pape, mais les deux premiers ont refusé de démissionner. Vous aviez donc maintenant trois papes, trois types, tous portant le grand chapeau, tous prétendant avoir la ligne directe avec Dieu, et tous passant leur temps à écrire furieusement des bulles papales sur la façon dont les deux autres étaient des antéchrists engendrés par des démons. Le spectacle pape contre pape était l'émission de télé-réalité la plus sainte et la plus déroutante du monde. Cela a duré près de 40 ans, nuisant davantage à la réputation de l'Église que presque tout autre événement de l'histoire, et laissant probablement Dieu lui-même se demander qui était aux commandes. 32. En l'an 897, le pape Étienne VI avait un compte à régler avec l'un de ses prédécesseurs, le pape Formose. Le problème était que Formose était déjà mort et enterré. Cela n'a pas découragé Étienne. Il a ordonné que le cadavre de Formose, vieux de 9 mois, soit déterré, habillé de ses habits pontificaux complets et installé sur un trône pour être jugé. Ce fut le concile cadavérique. Étienne a hurlé des accusations contre le cadavre en décomposition, qui s'est vu désigner un avocat pour parler en son nom, lequel a probablement eu la journée la plus facile et la plus étrange de sa carrière. Sans surprise, le pape mort a perdu le procès. Il a été déclaré coupable, sa papauté a été déclarée invalide, les 3 doigts qu'il utilisait pour les bénédictions ont été coupées et son corps a été jeté dans le fleuve. Ce n'était pas juste de la rancune. C'était comme inviter sa rancune à un dîner chic, puis la poignarder avec une fourchette. C'était un niveau de mesquinerie si extrême que ce n'est même plus humain. C'est de l'art. 33. Bien avant d'être le roi des condiments, le ketchup était vendu comme un médicament. Dans les années 1830, un médecin de l'Ohio nommé Dr. John Cook Bennett a déclaré que les tomates pouvaient tout guérir, de la diarrhée à l'indigestion. Il a créé une recette de ketchup à la tomate et l'a concentrée sous forme de pilules. Ces pilules de ketchup sont devenues une sensation nationale. D'autres entreprises ont sauté dans le train en marche, créant leur propre version de remèdes de charlatans qui promettaient de guérir le scorbut et de réparer les os cassés. Pendant un bref et brillant moment de l'histoire américaine, les gens pensèrent que le remède à tous leurs maux était une masse concentrée de purée de tomates. Et d'une certaine manière, ils n'avaient si pas entièrement tort. Il ne guérit peut-être pas les maladies, mais il peut certainement guérir un hamburger fade et triste, et parfois, c'est le seul miracle dont vous avez vraiment besoin. C'est le moment où l'Amérique a réalisé que parfois, le meilleur remède est simplement de rendre votre nourriture moins ennuyeuse. 901.
Donc, je pense que nous pouvons tous convenir que l'humanité n'a pas survécu grâce à l'intelligence, juste à une chance aveugle, déconcertante et stupide. Et voici mon défi pour vous. Laissez un événement historique dans les commentaires qui me prouve le contraire. Allez-y, j'attends. En attendant, écrasez ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de preuves indéniables que le passé n'était rien de moins qu'un cirque à part entière.